Dans l'actualité des idées aujourd'hui, le monde sauvage existe-t-il encore? Alors que la COP24 vient de débuter à Katowice en Pologne et à quelques jours d'une nouvelle marche mondiale pour le climat, comment réduire surtout notre emprise sur la planète? Dans La part sauvage du monde qui paraît au seuil, dans la collection Anthropocène, elle revisite l'idée de nature à travers son extériorité, son altérité et son autonomie. Philosophe de l'environnement au CNRS, Virginie Maris travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Bonjour à vous, Virginie Maris, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'inviter. Radio France a d'un côté lancé cette semaine en prévision de la COP24 une vaste opération Agir pour ma planète. On le disait, les responsables du monde entier sont aujourd'hui réunis à Katowice en Pologne pour réfléchir à l'avenir de notre climat et donc de notre planète. Une mobilisation mondiale qui avait commencé bien plus tôt et qui se pose aujourd'hui en termes d'enjeux politiques aussi et économiques. On a au même moment en France un autre mouvement, celui des Gilets jaunes. Ils étaient opposés à une nouvelle taxe sur le carburant. Les Gilets jaunes ont à ce moment-là été qualifiés de récalcitrants à la transition écologique. Ce mouvement, pour vous, Virginie Maris, ne démontre-t-il pas surtout qu'on ne peut pas penser la question environnementale isolément, hors de la sphère sociale, politique et économique ? Oui, tout à fait. Enfin, je ne sais pas si c'est ce mouvement qui le démontre, mais en tout cas, il me semble essentiel d'avoir vraiment à l'esprit les connexions et les interdépendances dans les problèmes auxquels on fait face, à la fois les problèmes socio-culturels, les problèmes écologiques, les problèmes environnementaux. Et c'est vrai que ce mouvement des Gilets jaunes est un peu du point de vue, en tout cas, d'une pensée environnementaliste à laquelle je souscris ou j'appartiens, c'est une petite tragédie parce que plus que jamais, la question environnementale devrait être prise en charge et pensée comme un problème d'injustice et comme un problème sociopolitique central. Et les transitions ou peut-être même les révolutions qui sont nécessaires pour faire face à la situation dans laquelle on se trouve ne peuvent absolument pas se faire autrement que dans une redéfinition du contrat social, des schémas de distribution, dépendance, solidarité. C'est-à-dire aussi qui a contribué d'abord au réchauffement climatique et à qui faire porter peut-être le poids aujourd'hui de cette transition écologique. Là où le bas blesse, ce qui coince dans l'esprit de beaucoup aujourd'hui, c'est va-t-on la faire porter sur les plus défavorisés? C'est cette fameuse phrase d'un gilet jaune qui disait vous me parlez de la fin du monde, moi je vous parle de la fin du mois. Oui, tout à fait. Alors, ça nous enverrait dans des discussions de théorie de la justice assez compliquées. Est-ce que ce sont les plus responsables de la situation dans laquelle on se trouve actuellement qui devraient être les premiers à contribuer au rétablissement? Je pense que nous sommes dans une situation où, de toute façon, il faut changer de modèle et ce n'est pas tellement les responsables historiques que les responsabilités en cours. Et c'est certain que, ne serait-ce que par un simple principe d'efficacité, on voit qu'une mesure comme celle qui a été prise à travers la taxe carbone n'a aucune portée efficace réelle, par exemple pour changer radicalement la dépendance au pétrole ou la dépendance aux véhicules personnels. Donc premièrement, on est dans une situation où l'efficacité doit quand même être un critère et on n'a pas une taxe qui promet la moindre efficacité à ce compte-là. Ensuite, on ne peut pas non plus s'empêcher de considérer, si on veut penser les responsabilités, que les moins responsables d'entre nous, Français, Parisiens, métropolitains, restent quand même à l'échelle globale, par nos modes de vie, par nos choix, par nos organisations, responsables de la plupart des émissions historiques et qu'on a un fardeau à porter pour ceux qui le subissent de plein fouet, qui sont dans les pays du Sud, dans des îles qui sont condamnées à court terme à l'immersion, etc. Le problème, c'est qu'on a parfois l'impression aujourd'hui d'un dialogue de sourds entre les partis en présence. Je vous propose de réécouter cet échange entre Nicolas Hulot et un gilet jaune. C'était à l'occasion de l'émission Politique. À partir du moment où on considère que les énergies fossiles sont l'ennemi de l'humanité, on menace sa propre existence. Il faut inciter évidemment l'ensemble des acteurs, qu'ils soient les acteurs particuliers ou les acteurs économiques, petit à petit, à s'en affranchir et faire en sorte, par le signal prix,
qu'on donne des possibilités aux gens ou de passer à autre chose quand il y aura des solutions avérées, ou de réduire sa consommation et sa production. Et il y a une urgence absolue, on ne peut plus attendre. Voilà. Mais pour ne pas mettre les gens dans les impasses, si on augmente quelque part le prix, il faut leur permettre de diminuer leur consommation. Et c'est cette équation que l'on doit résoudre. J'entends bien que ce n'est pas facile. Moi, pardon, mais dans votre... Non, mais je vois bien cette vision, cette France, on veut opposer les Parisiens aux provinciaux, les écolos aux agriculteurs, etc. Mais ça me fait rire. Allons-y comme ça on va aller tous dans le mur, moi je vous le dis. Allez-y, monsieur Julot, répondez. Non, mais ça me fait rire, monsieur Hulot. Moi, ça me fait pas rire. Je suis désolé de vous dire, je n'ai pas l'humeur à rire. C'est ce que je vous dis. Vous n'avez aucune conscience de la réalité des choses. Est-ce que vous savez ce que c'est de vivre avec 1 200 € par mois ? Virginie Marie, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, seuls les intérêts humains mobilisent aussi les gens? C'est-à-dire qu'il faut nous montrer en quoi on est concerné pour nous mobiliser? Non, je pense pas. Je pense ni que ce soit seulement les intérêts humains qui mobilisent les gens, ni simplement les intérêts égoïstes, les intérêts, parce que si on y va par là, finalement, c'est même pas les humains en général, c'est moi, ma famille, mes proches. Et je crois pas que dans nos vies, la plupart d'entre nous soient mus par un tel égoïsme ou par un tel égocentrisme. Après, c'est sûr que quand on est dans des situations de grande vulnérabilité ou dans des situations où les choix semblent tellement restreints qu'effectivement, on peut avoir des impressions de mode de survie ou de débrouille. Bon, ben, on peut pas, on n'a pas le loisir, on n'a pas le luxe de s'intéresser aux petites plantes et aux scarabées. Je pense qu'il faut absolument, en tout cas ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est d'aider à réveiller, à révéler cette intuition extrêmement forte chez moi et dont je crois qu'elle est très partagée, qu'en réalité la vie ne vaut pas vraiment la peine d'être vécue si elle n'était qu'une sorte de survie et uniquement centrée sur soi, centrée sur l'individu, la famille, l'espèce. Il y a quelque chose qui mobilise bien plus et qui est central, à mon avis, dans ce rapport à la nature, dans ce qu'elle a d'absolument extérieur à nous et d'absolument différent. Et pour comprendre, Virginie Maris, dans ce livre, vous rappelez en plus que la plupart des solutions contre le réchauffement climatique ne sont pas sans coût pour la nature, des agrocarburants aux barrages hydrauliques. Vous montrez qu'il n'y a pas... il n'y a pas qu'un acteur en présence, il n'y a pas que la question du climat, il y a aussi celle de la nature, nature que vous définissez ou tentez de définir jusque dans sa part la plus sauvage dans ce nouvel essai. Pensez une transition doublement juste à l'égard des hommes et à l'égard de la nature, à l'égard à la fois du climat et à l'égard de la biodiversité. C'est ça la tâche qui nous attend aujourd'hui ? C'est une tâche énorme, un peu effrayante, mais je pense qu'on n'a de toute façon pas le choix que de se confronter à cette situation. Alors autant effectivement le penser, le co-construire et vous l'avez rappelé à l'instant, la question climatique n'est qu'une des facettes d'un problème plus général de rapport au vivant, de surexploitation du monde, de surexploitation des peuples. Et j'essaye de montrer... Il y a plusieurs approches de ces différentes facettes, soit des approches en silo. Ah, effectivement, on se dit, bon, l'urgence numéro 1, c'est un petit peu ce qu'on entendait dans les propos de Nicolas Hulot. L'urgence numéro 1, c'est la réduction de la dépendance, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et alors là, on met en branle tout un système de solutions, et notamment de solutions techniques qui peuvent être extrêmement consommatrices d'espace. Moi, c'est mon souci, et c'est ce que vous avez évoqué dans cet extrait, ou extrêmement destructrices du tissu social, de justice sociale, etc. Soit on pense que ces problèmes, l'augmentation des injustices, le changement climatique, la disparition de la nature sous nos yeux, sont les facettes d'un même enjeu, d'un même défi, qui est finalement un rapport prédateur, un rapport consommateur, un rapport d'appropriation qui s'est développé et qui s'est articulé tant sur la nature que sur les ressources, que sur les peuples, que sur les femmes.
Et donc voilà le défi, à mon avis, face à une tentation de sectoriser et de penser en silo chacun de ces problèmes, parce que en soi-même, chacun de ces problèmes est déjà complètement déborde de nos cadres habituels. Mais il faut s'y coltiner et accepter de les penser ensemble. Et en même temps, avec cette entreprise, vous risquez, et vous voyez le danger, de vous couper d'une partie de vos alliés. Vous le dites, l'entreprise de Sleeve force à prendre des distances avec des alliés et avec des amis qui s'occupent du vivre ensemble plus que de la séparation, qui inventent de nouvelles diplomaties interspécifiques, soutiennent une paysannerie durable, des façons plus douces de faire avec la nature. Vous écrivez qu'il ne s'agit pas de disqualifier ces chantiers, mais de montrer qu'ils ont besoin de l'horizon sauvage. Mais vous resserrez quand même un peu le noyau dur en posant ces questions-là. Avec cette réflexion autour de l'état de nature, vous espérez toucher qui ? En premier lieu, peut-être, je travaille avec et au milieu d'écologues, de biologistes, de gens qui s'intéressent directement à la conservation de la nature, à la fois au niveau scientifique et à la fois au niveau de la gestion. Alors, les gestionnaires de parcs naturels, les politiques publiques liées à la protection de la nature. Et ce n'est pas seulement à eux que je m'adresse, mais c'est en réponse à ces interactions que j'ai décidé d'écrire ce livre. Et j'ai décidé de faire ce pas de côté par rapport à un discours qui est devenu très consensuel dans le monde de l'environnementalisme, qui est ce discours de la reconnexion, de l'assimilation. Les hommes font partie de la nature fait partie des hommes, et donc il faut s'affranchir et se débarrasser de cette vieille distinction nature-culture qui plombe notre rapport au vivant. Alors c'est pour ça que vous mentionniez que je prends ce risque de me faire des ennemis parmi mes plus proches alliés, parce que plutôt que de disqualifier cette séparation qui bouleverse le rapport à la nature dans le contexte actuel, je décide de la réinvestir, de la revivifier, de la prendre sous un autre angle, en considérant qu'effectivement, la séparation entre les humains et le non-humain, la culture et la nature, l'artifice et le naturel, est une séparation importante et qu'il faut conserver, notamment parce que c'est la seule qui nous permette de penser un au-delà de nous, une extériorité, quelque chose qui ne soit pas sous notre coupe, qui ne soit pas sous notre emprise. Et cette capacité à lâcher prise, à se retirer, à laisser aller finalement un monde naturel qui n'est ni à nous, ni de nous, ni pour nous, je pense que c'est une vertu dont on a absolument besoin, pas seulement dans notre rapport aux espèces rares, à la nature sauvage emblématique, mais également dans notre rapport à l'autre, aux autres humains et à nous-mêmes. Donc c'est un petit exercice de lâcher prise que je propose là, et qui fait un pas de côté par rapport à un discours de la reconnexion, la réconciliation, le vivre ensemble. Alors je vais vous retendre un peu en vous faisant juste écouter les mots d'abord sur ce rapport nature-culture de l'anthropologue Philippe Descola. Je pense qu'il faut d'abord, peut-être, c'est quelque chose de tout simple, essayer de ne plus penser en termes de nature. On reviendra tout à l'heure sur mes premiers pas dans ce domaine. Mais une des choses qui m'a le plus frappé quand je suis revenu du terrain, c'est qu'on me disait toujours « Ah, vous avez vécu avec des gens qui sont proches de la nature ». Et je répondais toujours « Non, c'est absurde, ils ne sont pas proches de la nature n'existe pas pour eux, au sens de Pessoa, c'est pas un tout. Ils ont des liens de toutes sortes avec des plantes, des animaux, des esprits, toutes sortes de non-humains. Ils ne s'accommodent pas en quelque sorte à la nature. L'idée de s'accommoder à la nature, c'est une idée qui est précisément issue de ce que j'appelle le naturalisme. Alors, pour en finir avec cette opposition nature-culture, Virginie Marie, c'est ce qu'il ne faut pas d'abord en finir avec ce concept de nature ? Alors, dans le contexte de Philippe Descola, qui parle en anthropologue de la nature, il montre très bien comment c'est un concept qui est inefficient, qui n'opère pas, qui ne dit rien des cultures, des populations, des groupes complètement différents, étrangers à notre culture occidentale, avec lesquels et dans lesquels il a travaillé. Donc bon, là-dessus, je n'ai pas à commenter. Je pense que son travail, notamment, entre autres, dans Parle de la nature et culture, est démonstratif.
don't act. Néanmoins, nous sommes effectivement ici en Occident, nous sommes sur les ondes de France Culture, donc où la culture, où cette distinction entre culture et nature fait sens historiquement. Moi, le mot nature, je ne souhaite pas m'en débarrasser pour plusieurs raisons. D'abord, je le trouve très beau. C'est un mot qui a une origine, qui a des racines à la fois grecques avec cette espèce, la fusis, ce jaillissement, cette créativité permanente, et puis latine, nascere, la naissance, le venir au monde. Donc c'est un mot qui étymologiquement renvoie à des choses qui me semblent intéressantes, importantes, et je n'ai pas d'équivalent dans mon vocabulaire. La biodiversité, l'environnement, les milieux ne permettent pas de dénoter ça. Et puis c'est un mot, on parlait du décrochage, c'est un mot qui parle aux gens. Les gens l'utilisent quand on sait ce qu'on voit quand on voit de la nature. On ne sait pas exactement quand est-ce que c'en est, quand est-ce que c'en est pas, mais il y a quelque chose. Donc je voudrais juste ajouter sur cette distinction nature-culture. Je pense que ce que reproche Descola au concept de nature, et c'est ce qu'il fait en citant, en mobilisant Pessoa, c'est de penser qu'on dirait, quand on dit nature, on désignerait quelque chose qui serait un tout uniforme à la Descartes, cette substance informe qui serait totalement homogène, etc. Or, on ne fait pas du tout ça quand on parle de culture. Quand on parle de culture, quand on parle de société, on n'imagine pas, par exemple, que tous les produits de la culture, si on peut parler ainsi, seraient la même chose. Alors, je pense que dans la nature, on peut tout à fait désigner la nature sans tomber dans une sorte de tout informe, et considérer que dans cette nature se distingue une multitude d'individus, de visions du monde et de distinctions. Mais d'ailleurs, vous dites qu'avant de le réhabiliter, vous avez quand même cherché une notion alternative, un concept alternatif, presque pensé à vous en débarrasser, et avant d'être rattrapé par ce mot dont vous racontez l'histoire, mais par peur aussi de vous voir accoler ces vieux préjugés naturalistes qui ont la dent dure quand on parle de nature. Tout à fait. Et ça ne manque pas. Ça ne manque pas, mais je me dis que c'est autant d'occasions qui me sont données de réaffirmer qu'on peut se débarrasser d'une dichotomie, d'un dualisme, sans se débarrasser de la séparation. Alors, il y a une auteure que j'affectionne beaucoup, Val Plumwood, une auteure écoféministe australienne, qui montre très bien comment ces grands couples, nature, culture, hommes, femmes, européens, indigènes, sont des grands couples qui ont fonctionné essentiellement comme des outils de domination. Il s'agissait de séparer pour ériger un groupe dominant, un groupe dominé, en homogénéisant totalement ce qui se trouvait à l'intérieur des groupes, en niant ou en invisibilisant tous les liens, les interdépendances entre les deux groupes, etc. Il faut absolument prendre ça en charge et sortir de cette vision dualiste, c'est-à-dire qui sépare pour dominer, pour hiérarchiser. Par contre, la séparation, la frontière, quand elle n'a pas cette ambition de domination, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. C'est là où on peut reconnaître les identités, l'altérité, là où on peut faire place à l'autre en tant qu'autre, là où on s'auto-limite d'une certaine façon. Et donc, c'est un petit peu tout ce trajet périlleux que j'essaye de faire. Comment maintenir la séparation. Comment vous la définissiez, notre part sauvage ? Alors, la petite définition très brève, monde, cette part puisqu'elle n'est pas la nôtre, c'est tout ce que vous allez nous expliquer. Elle n'est pas la nôtre, peut-être qu'elle est en nous, par contre, qu'il y en a en nous. C'est cette part du monde que l'on n'a pas créée. Voilà la définition la plus rudimentaire que j'en donne. Une nature irrémédiablement étrangère aux finalités humaines. Tout à fait. Qui nous préexiste, qui est assez indépendante de nous. Et dont les dessins nous sont irrémédiablement étrangers. En même temps, vous dites que aimer la nature, ça ne suffit pas. S'extasier, comme vous le disiez, devant un brin d'herbe, une coccinelle qui s'envole, ça ne suffit pas. Pourquoi cette posture esthétique, cette émotion ne peut plus servir de levier aujourd'hui? C'est plus suffisant? Alors, je ne sais pas si ça l'a déjà été. En tout cas, je pense que la question, la revalorisation esthétique de la nature comme outil politique de protection de la nature a ses limites, et il faut être vigilant. Ce n'est pas nécessairement qu'il ne faut pas s'intéresser à cette dimension qui est essentielle, qui est importante, mais il faut être vigilant parce qu'on est
tellement dans une société de consommation de masse, de consommation y compris culturelle, esthétique, etc., qu'aujourd'hui on voit comment le goût pour la nature peut avoir des effets destructeurs sur les milieux naturels eux-mêmes, simplement par surfréquentation, parce que il y a quelque chose qui est très troublant, c'est que quand on classe une espèce, en particulier pour les papillons et pour d'autres insectes, on classe une espèce sur les listes rouges de l'IUCN comme étant vulnérable. On change son statut, par exemple, de vulnérabilité. On se rend compte qu'il y a une pression de braconnage qui augmente extrêmement significativement, pour la simple et bonne raison que plus une espèce est rare, plus son prix sur le marché noir des collectionneurs augmente, et que du coup les moyens mis en œuvre pour braconner, y compris les derniers individus, augmentent également. Alors, bon, c'est une petite parenthèse, mais c'est de se dire que voilà, une émotion esthétique, par exemple, qui ne serait pas complètement informée de l'écologie, qui ne serait pas une émotion de la nature dans sa nature, entre guillemets, peut créer des collections de papillons épinglés dans les cadres d'une bibliothèque, et c'est absolument pas désirable aujourd'hui. Alors ce concept de nature sauvage, libérée de toute manifestation humaine, de l'emprise humaine non créée par l'homme, était aussi au cœur de la notion du concept de wilderness théorisé par Bob Marshall. Écoutez. The purely aesthetic observer has for the moment forgotten his own soul. He has only one sensation left, and that is exquisiteness. In the wilderness, with its entire freedom from the manifestations of human will, that perfect objectivity which is essential for pure aesthetic rapture can probably be achieved more readily than among any other forms of beauty. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais vous faire le sous-titrage. L'observateur purement esthétique a l'espace d'un instant oublié sa propre âme. Il ne lui reste plus qu'une seule sensation, le raffinement. Dans la nature sauvage, totalement libérée de toute manifestation de la volonté humaine, cette objectivité parfaite, si essentielle à une pure extase esthétique, se réalise sans doute plus aisément qu'avec n'importe quelle autre forme de beauté. Virginie Maris. D'ailleurs, ce terme de wilderness, vous avez aussi envisagé de l'adopter avant d'en revenir à celui de nature. Est-ce que c'est possible, une nature totalement libérée de toute manifestation de la volonté humaine? Ou est-ce qu'on ne peut pas se dire que, juste pour avoir ce bout de nature vierge de toute manifestation, il faut déjà une intervention humaine? Donc c'est presque une cause perdue. Tout à fait, c'est le grand paradoxe de la conservation finalement, de dire, de la conservation de la nature, qui essaierait activement de faire du spontané. Donc il y a de fait quelque chose de paradoxal là-dedans. Ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on entend bien que ce qui produit comme ça cette espèce de valeur esthétique, ce n'est pas l'absence d'influence humaine, mais l'absence de traces de la volonté humaine. Cette petite distinction, je la trouve assez intéressante, et elle fait écho à la façon dont moi aussi j'essaye de définir la nature sauvage. C'est que aujourd'hui, on le sait, on l'entend, les activités humaines sont omniprésentes. Historiquement, on a eu les extinctions de mégafaune, on sait très bien que ce qu'on imagine comme des forêts vierges tropicales comme l'Amazonie sont le fruit d'une longue occupation humaine, douce, mais d'une agriculture sur brûlis, de transplantation d'espèces, etc., historiquement, et puis géographiquement, à travers les changements climatiques, à travers les pollutions diffuses, à travers le plastique qu'on retrouve dans les milieux les plus reculés de la Terre. Penser un milieu qui n'aurait aucune influence humaine, finalement, ce serait penser un milieu d'avant l'humanité, ou une sorte de terre jumelle où les humains n'auraient jamais mis le pied, etc. Ça n'a pas vraiment de pertinence. Par contre, penser cette spontanéité, cette créativité de la nature, en dehors de nos dessins, de nos projets, de cette
tendance que nombreux d'entre nous ont à l'ingénierie, Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver de façon beaucoup plus commune et que l'on peut protéger, par exemple, en s'abstenant de trop gérer, y compris nos milieux naturels, en laissant faire, en donnant des chances à la libre évolution des écosystèmes. Voir de nos peurs, et là je vous emmène ailleurs, retrouver ce volcan islandais dont je tairai le nom, qui avait fait irruption. Non, dites-le, Allez-y, je vous en alors. prie, Non, bonne chance. Qui avait fait irruption en 2010. Des centaines d'avions cloués au sol dans les aéroports anglais. Aucun appareil n'atterrit ou ne décolle. Événement rarissime, l'espace aérien de la Grande-Bretagne est fermé depuis ce midi. Dans les aérogares, comme ici à Londres, c'est le chaos. Il y a 8 heures de queue pour peut-être avoir une place d'hôtel. Et j'ai des nouvelles Et on ne sait pas quand informations. est-ce qu'il y aura un prochain avion parce que le volcan n'est pas... Non, il n'y a pas de nouveaux avions. On nous a juste dit que tous les vols étaient annulés. Mais personne ne vous dit ce qu'il faut faire, où aller. C'est vraiment effarant. Depuis hier, cette masse sombre, le nuage de cendres s'approche du continent, comme le montre cette photo satellite. Il enveloppe progressivement, en fonction de la force et de la direction des vents, toute l'Europe du Nord. Résultat, après la Grande-Bretagne, le Danemark, la Suède et la Norvège sont contraints de fermer tout leur espace aérien. Voilà, vous noterez que le journaliste ne dit pas non plus le nom de ce volcan islandais. On va réviser un peu notre langage volcanique. Bon, la part sauvage de la nature, Virginie Maris, pour l'homme, c'est ce qu'il ne contrôle pas. Mais ce qu'il ne contrôle pas, c'est aussi ce qui lui fait peur. Et c'est pour ça, cercle vicieux, s'il en est, qu'il va toujours tenter de maîtriser cette part sauvage, non ? Et là, les volcans, les tremblements de terre aussi sont des éléments très présents dans l'histoire de la pensée de la nature qu'on retrouve avec Pompéi pour l'éruption, avec le tremblement de terre de Lisbonne qui donne lieu à un dialogue, à une discussion philosophique sur la dimension naturelle de ces catastrophes. Et ce qu'on voit dans ces situations, y compris quand on remonte dans l'Antiquité, c'est que c'est toujours l'imbrication de phénomènes naturels et de dispositions sociopolitiques. Où est-ce qu'on a construit les maisons, ou quel est le niveau de dépendance qu'on a avec la circulation aérienne pour la fameuse éruption du... Et donc s'entremêlent dans ces rapports aux catastrophes naturelles à la fois le fantasme d'une agentivité de la nature, on l'a souvent, alors ça fait moins partie de notre registre mental aujourd'hui, mais et pour Lisbonne et pour Pompéi, c'était la vengeance de la nature, très clairement. On l'entend encore aujourd'hui sur la question des changements climatiques. La nature reprend ses droits. Il y a une personnification de la nature en elle-même qui serait cette entité qui nous fait peur et qui se venge, versus une discussion plus sociopolitique des dispositifs qui font qu'on est plus ou moins vulnérable aux altérations, je dirais, naturelles de la nature, à savoir quand on est sur une faille, il peut y avoir des tremblements de terre, quand on est au pied d'un volcan, il peut y avoir des éruptions, etc. Cette peur de la nature, elle est... historiquement, je pense, vous l'avez pointé, je suis tout à fait d'accord avec votre hypothèse, elle est tout à fait liée au désir de contrôle. Mais le contrôle qu'on génère en réaction à la peur, on peut étendre cette réflexion à d'autres peurs que celle de la nature. La peur des femmes, la peur des étrangers. C'est un contrôle, à mon avis, mortifère. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans des situations où on pense contrôler, mais en réalité, on se crispe, on est incapable de se donner les moyens réels de comprendre ce qui se passe en face de nous et d'y répondre d'une façon juste. En tout cas, c'est ce qui rend compliqué de penser cette altérité telle que vous l'évoquez, cette autre face de nous-mêmes, de concevoir la nature comme cela. Alors, comment lui rendre son autonomie à la nature ? Qu'est-ce que vous voulez dire par le terme d'autonomie qui n'est pas juridique en l'espèce ? Parce que là encore, si on redonne des droits à la nature, finalement, il y a encore intervention humaine. Bon, alors moi, je n'ai aucun problème avec le fait qu'on intervienne
de façon active et positive pour défendre quelqu'un, et je ne pense pas que ça nuise à l'autonomie, par exemple, de nos enfants, qu'on prenne soin d'eux et qu'on les alimente, etc. Donc je pense qu'il y a une sorte de dialectique entre l'autonomie et la vulnérabilité qui ne rend pas impossible le contact, l'interdépendance et la reconnaissance de l'autonomie. Néanmoins, ce que j'entends dans cette autonomie de la nature, justement, je l'ai mentionné, c'est pas Gaïa, c'est pas de personnifier quelque chose comme une terre-mère qui aurait sa propre volonté, etc. C'est plutôt une multitude de centres autonomes, une multitude d'êtres vivants, d'écosystèmes qui suivent leur trajectoire. Et il y a plein de choses à faire. Moi, si vous voulez, le chantier sur lequel j'ai envie de me concentrer et de concentrer mon énergie et mon espace de défense, c'est de préserver sur la planète, y compris sur notre territoire français métropolitain, des lieux où nous ne sommes pas chez nous. Accepter et continuer à produire et à défendre des espaces de libre évolution, des espaces où finalement on ne va pas chercher les ressources, on ne va pas construire des routes. Alors c'est un petit combat par rapport à... Et donc vous réintégrez des frontières à un moment où on parle de les lever. Tout à fait. Tout à fait, et je sais à quel point, tout à l'heure on parlait des ennemis, des mauvais ennemis que je sais aussi comment je peux me faire des mauvais amis, parce que en essayant de repenser l'altérité, de repenser l'autolimitation, de fait, j'essaye de considérer que nous ne sommes pas chez nous partout et qu'il y a des lieux où nous ne devrions faire que passer en visiteurs désintéressés et discrets. Et ces lieux-là, en tant que lieux, en tant que territoire, c'est difficile de les penser autrement qu'avec certaines frontières, des frontières qui peuvent être symboliques, juridiques, qui ne prennent pas la forme de murs, mais en tout cas qui prennent la forme de séparation et d'autolimitation. Virginie Maris, pour terminer, un retour sur cette COP24 qui commence sur une grosse incertitude et une grande inquiétude. Le monde ne va pas du tout dans la bonne direction pour limiter le réchauffement climatique. C'est ce que disait Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, hier en ouverture, avec le retrait annoncé des États-Unis de Donald Trump, la position incertaine du Brésil aujourd'hui sur cette question. Donald Trump, pour mémoire, qui après avoir lu les conclusions d'un rapport du National Climate Assessment du 23 novembre, estimait qu'on n'avait jamais été aussi propre que nous le sommes maintenant. Donc on peut se dire que aujourd'hui tout le monde est dans un déni de réalité, peut-être, en tout cas une partie du monde. Il y a d'autres chiffres qui sont sortis récemment, mis en avant par WWF, 6e épisode d'extinction de masse. 60% des espèces en moins de 40 ans auraient disparu selon cet indice Planète Vivante. C'est une accélération très inquiétante pour vous aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est 60% des populations, c'est-à-dire c'est pas le nombre d'espèces, c'est le nombre d'individus de vertébrés, donc les poissons, les oiseaux, les mammifères. Et c'est vraiment une déperdition complètement dingue. 40 ans, c'est rien du tout. On se retrouve finalement avec un monde sauvage qui disparaît sous nos yeux, qui s'éteint. Et puis à cette disparition d'individus, effectivement, correspond aussi des extinctions d'espèces qui sont probablement plus irréversibles que la simple défaunation, la disparition d'espèces. Oui, c'est tout à fait catastrophique. Néanmoins, par rapport à la question climatique, on va dire, pour peut-être se quitter sur une touche un petit peu optimiste, l'expérience montre que la nature, et que notamment ces questions de population, peut assez vite et assez bien se revitaliser, reprendre de la place. Alors, quelque part... quand on s'intéresse à la protection de la nature, on se rend compte que parfois il suffit de protéger, par exemple d'arrêter de chasser une espèce ou d'arrêter de prélever sur un certain site, de reproduire quelques continuités écologiques pour rapidement, en l'espace de 5-10 ans, observer des résultats assez encourageants. Merci beaucoup à vous, Virginie Maris. La part sauvage du monde. Votre nouvel essai vient de paraître dans la collection Anthropocène au Seuil.